Entre l'époque où Jason a rapporté la toison d'or du royaume de Thessalie et l'épopée du Nelwyn magicien, il est une période connue de tous, durant laquelle sortit Conan, le barbare, destiné à porter sur grand écran un nouveau genre de fantasy héroïque malgré les préjugés et les stéréotypes. Attends, Conan, le truc sous stéroïde avec des gros muscles qui sent le gymnase et la sueur, là? Alors oui, mais non. Bref, laissez-moi vous conter ces jours de grandes aventures. Dans les années 80, outre les dessins animés et les jeux vidéo, c'était aussi la pleine période des vidéos home system. Ouais bon, les VHS en fait. Grâce au magnétoscope, tout le monde pouvait se faire son propre home cinéma et enregistrer quantité de films quoi. Et mon père, n'échappant pas à la règle, avait même fait sa propre installation sonore maison en Dolby Digital triphasé polyphonique. Surround. Jamais entendu. Ouais bon, il avait connecté plein de bidules ensemble avec un ampli au milieu pour faire style que le son sortait de partout, tu sais. Et il ratait jamais une occasion d'épater la galerie en leur montrant la scène d'intro du Retour du Jedi. Mais pour être honnête, gamin, on avait vraiment l'impression que le vaisseau nous passait au-dessus de la gueule, hein. Ouais bon, on était gamins quoi. Bon alors je serais pas censé vous dire ça, mais bon pour l'anecdote, et vu que mon père est à 6000 km d'ici, mais un jour où mes parents sont partis en brocante, j'en ai profité pour tout mettre à fond et tester mon nouveau CD 2 titres de Prodigy. Non mais ça va, j'ai pas pété son installation, j'ai juste fendu le mur du salon. Aïe! Ça, de la part de ton père. Bref, en gros, on avait une vidéothèque de tarés à la maison et mon père, qui était pote avec tous les vidéoclubs du coin, ramenait quantité de films et de jaquettes. Et un soir, il arrivait avec une malle remplie à craquer de VHS. C'est bien ce que je crois. Peggy 18. C'est magnifique. Mais non, une malle pleine de films normaux. D'ailleurs, dedans, il y avait des perles de la science-fiction, des péplums et plein d'autres films géniaux. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que mon père m'a dit: À ceci, tu dois te fier. T'exagères pas un peu avec les pots de loup et tout ça, là? mais alors là, juré, hein. Au milieu des années 70, et au vu du succès de nouveaux films de science-fiction comme 2001, l'Odyssée de l'espace et La planète des singes, l'industrie du cinéma s'intéresse à porter sur grand écran un max de productions d'aventures dans des mondes fictionnels. Idée qui d'ailleurs sera confirmée en 77 par le succès du documentaire spatial extrêmement réaliste situé dans une galaxie très très lointaine. Bon du coup tout le monde s'y colle. D'un côté t'as Ridley Scott qui récupère la majorité de l'équipe du projet avorté de Dune de Jodorowsky pour son film Alien. D'ailleurs si ça vous intéresse je vous conseille l'excellent documentaire qui retrace l'épopée de ce projet de fou, Jodorowsky's Dune. Je vous mettrai le lien quelque part dans la description. De l'autre côté on a John Boorman qui est en train de réaliser Excalibur. Et enfin, et c'est celui qui nous intéresse, Edward Pressman commence à réunir une équipe pour travailler sur le film Conan. Tu veux dire Conan le barbare? Non, juste Conan en fait. Le premier scénario d'Oliver Stone portait pas encore la mention de barbare. C'est arrivé un peu plus tard, mais vous inquiétez pas, j'y arrive. Bon, avant de tomber dans les mains d'Oliver, une première maquette de script est écrite par Roy Thomas. C'est le mec qui a massacré Conan dans les comics de Marvel. Mais fort heureusement, la maquette est pas retenue. De la merde, ta maquette! Du coup, Pressman cherche la meilleure équipe pour faire son film. Il va même demander à Frazetta de prendre en charge la DA. Frazetta, c'est un petit peu monsieur peinture d'heroic fantasy, quoi. Sauf que les deux mecs arrivent pas à s'entendre et finalement, chacun part de son côté. Frazetta, d'ailleurs, reconnaîtra plus tard qu'il a jamais lu un livre de Conan. Il l'a juste dessiné, comme il voulait. Alors même jusqu'à dire pendant une interview, et là je vous le cite, hein, les gens qui achètent mes livres ne s'en sont jamais plaints. Ils les ont probablement même pas lus. Je ne lis pas le script me lit. Du coup, c'est Ron Cobb qui vient tout juste de finir les décors d'Alien qui est engagé. Ron Cobb, c'est aussi un peu le mec qui a inventé la DeLorean et le Nostromo, entre autres. Et il va commencer à faire des illustrations qui déchirent plus les unes que les autres, et la direction artistique va prendre une vraie gueule grâce à ça. D'ailleurs, c'est lui aussi qui fait une apparition dans le film, c'est lui le vendeur de Lotus Noir. Stygia, le meilleur. Et côté scénario, on a donc un Oliver Stone au mieux de sa forme qui nous fait un premier script. Bon, le problème, c'est qu'à cette époque, il a tendance à se faire des super milkshakes à base d'alcool, cocaïne et barbiturique, et ça se ressent légèrement dans le scénar. Surtout quand Cronon, se bat contre un rat musqué de 400 livres avec des mandibules jaunes et vertes, avant d'aller se foutre sur la gueule contre une armée de mutants. Pitié! Dis-leur de mettre leur putain de chaussures de golf! Bon bref, le scénario est refusé quoi.
De toute façon, Pressman commence à plus pouvoir assumer le financement du film. Et puis faut dire qu'il est sérieusement découragé vu tout le merdier que ça a été. Ça fait 4 ans qu'il bosse dessus sans en voir la fin. Du coup, il revend les droits à Dino De Laurentiis et Universal qui va s'occuper de la distribution. Mais pendant ce temps, Cobb, qui s'est toujours pas arrêté de dessiner, bah il a une vraie DA qui commence à émerger de ses planches. Alors du coup, il décide de les montrer à John Milius, qui avait pas été retenu au départ comme réalisateur parce qu'il pensait plutôt à Ridley Scott et Alan Parker. Sauf que les deux mecs ont dit non, du coup, bah il est remis dans le cadre et il accepte de faire son film à la condition qu'il puisse modifier le scénario comme il veut, quoi. Ah oui, c'est ça la beauté de la chose, c'est sa simplicité. Parce que pour vous l'imaginer un peu, John Milius, bah c'est un petit peu Walter dans le Big Lebowski. En tout cas, le cast est choisi, le projet aboutit enfin, et le 12 mars 1982 aux US et le 4 avril 1982 en France. Et à Séoul. Le 20 mai 1983. Mais attends, on s'en tape en fait. Bref, après 3 ans de production intense, sort enfin Conan le Barbare. Visuellement, le film marque un tournant en apportant les premiers codes de l'heroic fantasy moderne au cinéma. Je dis moderne parce qu'à l'époque, bah, tous les films fantastiques et les films fantasy, ça ressemblait plutôt à ça là. Vous allez me dire, oh t'abuses, le choc des titans c'est pas la même époque. Et pourtant c'est sorti 1 an avant, hein. Bon après moi j'adore les FX de Ray Harryhausen. Pour moi c'est clairement le papa des effets spéciaux et Jason et les Argonautes c'est un de mes films préférés. Mais Jason et les Argonautes bah ça date d'il y a 20 ans et depuis 20 ans les budgets des péplums ont fait que diminuer. Du coup bah c'est un peu le festival des cartons-pâtes et des FX qui même à l'époque font déjà un peu vieillot quoi. Et c'est là l'intelligence de John Milius qui a su marier super bien fantasy et réalité. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que John, quand il a reçu le scénario qui était passé par toutes les mains d'Hollywood, bah il avait jamais lu une BD de Conan. Il avait en tête bah, que les 2-3 illustrations de Frazetta qu'il avait vues. En imaginant son script, Milius décide de le placer dans une espèce d'âge sombre de la préhistoire. Et en découvrant les récits de Robert Howard, bah il se rend compte que ça fit parfaitement. Parce que Robert Howard, bah c'est un grand passionné d'histoire et du coup il avait tout fait pour placer son récit Entre l'époque où les océans ont englouti l'Atlantide et l'avènement des fils d'Arius. L'âge iborien. Tu veux dire qu'ils vaut pas grand-chose? Ce qui se ressent dans tout le film, hein, d'ailleurs. Le film a un minimalisme et un réalisme assumé. Aussi bien dans les décors, car de ce qui fut jadis d'immenses cités, il ne reste que des ruines. De grands hommes ont vécu ici. Ce qui tout connement permet de limiter le nombre de décors. Habile. Et du coup de les créer réellement, comme la montagne du pouvoir qui était entièrement construite. Et donc bah les décors font vrai parce qu'ils sont vrais. Il n'en reste que des ruines. Ah, ça fait joli dans le paysage, tiens. Et le fait qu'il n'en reste que des ruines, bah finalement ça donne la sensation d'un monde immense. Tu sais, c'est un truc dont je parle souvent dans mes vidéos, le fait de pas avoir toutes les clés, toutes les réponses à l'univers, bah ça renforce cette sensation. Et ça se ressent d'ailleurs même dans l'histoire, hein. Finalement l'âge iborien, c'est les ruines de l'ancien monde qui sont en train de disparaître petit à petit pour laisser place bah, à l'histoire qu'on connaît aujourd'hui quoi. On se calme, tout va très très bien. Ça se ressent aussi dans l'ambiance du film, hein. Finalement Tolsadoum c'est que le dernier dieu d'une race presque éteinte et qui va finir par disparaître tôt ou tard quand les gens arrêteront de croire en lui quoi. C'est d'ailleurs pour ça hein, qu'il décide d'arrêter de se battre pour se consacrer à son culte. L'acier n'a aucune force, mon garçon. La chair est plus forte. Et Conan est aussi presque un vestige parce que c'est le dernier des Cimériens. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que je me suis très vite attaché à ce personnage. Ça ou le fait que quand j'ai vu le film la première fois avec ma maman, bah j'avais l'âge du gamin au début et du coup le passage avec la mère m'a peut-être un petit peu marqué quoi. Coucou. Le tout évidemment sublimé par la musique de Basil Poledouris, hein, qui est juste une hymne wagnérienne que tout bon MJ a utilisé au moins une fois dans une partie de jeu de rôle épique. Hein. Alors pour la créer, bah Basil va d'abord se tourner du côté des instruments médiévaux. Mais après une discussion avec Milius, il se rend compte que bah, finalement, vu qu'il situe l'histoire à peu près 10 000 ans avant notre ère, bah, même avec des instruments médiévaux, ça fait un peu trop moderne quoi. Je suis un peu dégonflé. Un petit coup de pompe. De toute façon, Milius a toujours imaginé cette bande originale comme un opéra, quoi. Alors Basil va chercher son inspiration dans toutes sortes de choses, allant même jusqu'à trouver des mélodies durant son sommeil, pour finalement dire que il réalisera ce qui, selon lui, est la possibilité de s'exprimer avec une voix massive et inhabituelle. De toute façon, cette BO, elle sera juste citée comme une des meilleures BO jamais réalisées et comme la meilleure BO des années 80. Donc en gros... Tu es trop sa mère. Le réalisme du film s'arrête pas qu'à ça, hein. Milius et Cobb voulaient que tous les éléments du film paraissent réels. C'est pour ça que Cobb va designer toutes les armures, les armes, les logos, les décors, les armoiries. Il va même aller jusqu'à créer la scène d'intro du film pour bien montrer que les épées ont été forgées à la main.
D'ailleurs, moi, gamin, je rêvais de jouer à des jeux vidéo dans un univers comme ça, parce que, un, j'avais pas de console, et deux, à l'époque, les jeux vidéo, c'était pas ouf, hein. Niveau Heroic Fantasy, tout se passait pas mal dans la tête, et ça ressemblait un peu à ça. Je ne peux pas vous offrir de récompense, mais si quelque chose en moi... T'étais pas censé nous montrer un jeu vidéo? Ah oui, pardon. Ah c'est sûr, ça fait tout de suite moins rêver, hein. Au final, le réalisme, il vient aussi de l'entraînement qu'ils ont reçu, hein. Avant le tournage, ils ont passé plusieurs mois à s'entraîner avec un maître d'armes japonais au maniement des armes, à monter à cheval et à chorégraphier leurs mouvements pour que leur scène de combat ait l'air super crédible. Bref, un entraînement ultra dur mais super utile qui leur permettra de tourner la plupart des scènes eux-mêmes sans avoir recours à des cascadeurs. Ils jugeront d'ailleurs que l'entraînement était vachement plus tough que finalement les scènes à tourner quoi. D'ailleurs moi gamin, je m'étais entraîné comme un ouf pour avoir les mêmes muscles de barbare. Et à propos des acteurs, je voudrais vous parler un petit peu du personnage de Conan. Moi, personnellement, j'ai découvert Conan grâce au film quand j'étais gamin, et je trouve que le film souffre des mêmes stéréotypes qu'un Rambo ou un Rocky. Tu sais, jugé comme un blockbuster d'action finalement, quoi. Alors qu'en fait, c'est deux drames sociaux. Tu prends Rambo, c'est un ancien vétéran du Vietnam qui est traumatisé, et Rocky, c'est un pauvre mec qui arrive pas à sortir de sa banlieue, quoi. Du coup, pour moi, il y a une vraie différence entre ça... et ça. Ouais, c'est pas faux. Pour moi d'ailleurs, c'est pas un hasard si le film nous est raconté par un magicien, tu sais, le narrateur interprété par Mako. Je suis un sorcier, fais attention. Makoto Iwamatsu de son vrai nom. Outre le fait que ça permette d'introduire le premier paragraphe de la première nouvelle de Conan, le Phénix à l'épée d'argent, ça permet, je trouve, de justifier même le titre, Conan le barbare. Car dans les livres, Robert Howard, quand il utilise le terme barbare, c'est simplement à travers la bouche de protagonistes genre civilisés que Conan rencontre. Bien souvent les mecs à qui il va casser la gueule juste après d'ailleurs. À la fois le mec l'a traité de barbare. Tu la ramènes moins ta grande gueule maintenant, hein? Du coup, pour moi, dans le titre, j'y vois l'ironie du magicien qui veut volontairement perpétuer la légende et la crainte qu'inspire Conan à ses ennemis, tout en trompant le spectateur qui s'arrêterait au titre ou à la jaquette du film. Et la narration permet là encore une mise en scène minimaliste, certains plans étant clairement inspirés de ceux d'Akira Kurosawa. C'est d'ailleurs selon moi ce qui justifie l'absence de dialogue. Finalement le silence en dit beaucoup plus parce qu'il nous questionne sur la véritable violence du film. Alors on imagine à travers les jeux de regard et les expressions, les pensées, et du coup on interprète les dialogues, on se les invente nous-mêmes. Bon, même si Arnold à l'époque parlait pas super bien anglais. Vous voyez là par exemple, on comprend parfaitement qu'il veut me casser la gueule, hein? Le film en devient contemplatif. D'ailleurs pour moi des scènes qui sont super importantes et qui passent souvent inaperçues, c'est les scènes de course à pied. Elles me rappellent les parties de jeux de rôle, l'appel de l'aventure. Ces scènes donnent énormément de contexte au film. Parce que c'est ça finalement pour moi Conan le barbare, l'appel de l'aventure. C'est ce qui rend cette œuvre magistrale. Le film ne se veut pas film d'action ou blockbuster, le film amène juste dans l'imaginaire collectif l'ensemble des codes de l'heroic fantasy. À sa sortie, le film est tellement populaire qu'il inspirera toute une génération de graphistes, de vidéastes, d'auteurs, de programmeurs. On retrouve des inspirations de Conan dans toute la pop culture, jusque sur la jaquette de Link ou de Final Fantasy, quoi. C'est fou de se dire que le film est tellement populaire que 2 ans après, en 1984, sortira une nouvelle collection de bouquins, les livres dont vous êtes le héros. Et puis ça a amené tout un tas de nouveaux joueurs à s'intéresser un peu plus tard à Donjons et Dragons, puis à HeroQuest et finalement à Warhammer, hein. Alors peut-être que finalement ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ok, mais la scène où il assomme Michel le dromadaire alors? Attends, les dromadaires ils nous emmerdent là, ça fait 50 ans qu'ils nous crachent à la gueule en toute impunité.